Bonjour à tous, alors nous allons terminer aujourd'hui cette séance sur la guerre de Troie n'aura pas lieu, consacrée à l'évolution de l'intrigue avant de passer à autre chose. Juste avant de commencer, une petite information que vos parents ont déjà eue, que je voudrais compléter. À partir de demain jeudi, l'ensemble des devoirs que nous vous donnerons ainsi que des travaux que vous nous remettez sera dans votre Drive, voilà, sur OneDrive, c'est-à-dire à partir de votre compte Office 365. Une adresse sera envoyée, les liens seront envoyés, tout sera envoyé, etc. Ceci afin d'éviter de nous éparpiller, c'est-à-dire pour un professeur, vous l'envoyez à telle adresse, un autre vous envoyez à telle autre. Vous recevez à droite, à gauche tout un tas d'informations. Bref, il devient compliqué de s'y retrouver. Donc, afin d'unifier et de simplifier, même si au début vous allez dire oh, j'ai pas envie, je fais pas comme ça, etc. Afin de simplifier les choses, tout se fera au même endroit. Donc, nous avons créé un dossier qu'on a appelé, je sais plus, enseignement à distance ou quelque chose comme ça. Dans ce dossier, vous avez un dossier par classe, donc vous irez dans le dossier troisième. Dans le dossier troisième, vous avez un dossier par élève, donc chacun va dans son dossier. Et dans chaque dossier, vous avez un dossier par matière. Voilà, donc, normalement c'est assez simple. Et dans chaque matière, lorsque vous avez un travail, vous remettez le fichier sans vous tromper évidemment de dossier. Une remarque malgré tout, les fichiers que vous déposez, s'il vous plaît, donnez-leur des noms qui soient autres que document 1, document 2, document 3. Vous les indiquez, vous les référencez de cette façon. Vous mettez votre nom ou votre prénom, peu importe. Vous mettez la date du jour pour lequel le travail est à faire. Et éventuellement, vous mettez le numéro de la question, vous indiquez si c'est une rédaction, si c'est je ne sais pas, un travail de réécriture ou quoi qu'est-ce, puisqu'à mon avis, on va avoir plusieurs travaux. Je pense que ça va durer un petit moment. Donc, évitez, s'il vous plaît, d'intituler vos travaux documents 1, 2, 3, etc. Voilà, parce qu'on ne s'y retrouve absolument pas. Voilà, ceci étant dit, nous passons donc à la suite du travail sur la guerre de Troie n'aura pas lieu, à savoir le petit 2, la guerre ou le destin en marche. Vous pouvez le noter directement, le titre est à la page 66 et vous pouvez mettre petit a immédiatement, une force supérieure. Alors, pourquoi une force supérieure? En fait, vous avez déjà commencé à réfléchir à cela et on en a déjà parlé, et puis vous avez traité pour aujourd'hui de toute façon deux questions qui vous ont permis de croiser en fait cette idée. Que remarque-t-on au début de la scène 9? On remarque au début de la scène 9 que pour Hector, la paix est une évidence. Elle s'impose d'elle-même en fait pour lui. Alors là, je reviens pas sur le contenu, vous avez tous compris la scène, vous avez tous vu de bonnes réponses. Je voudrais m'attarder sur quelques procédés qu'utilise l'auteur pour renforcer cela. Vous pouvez prendre début de la scène, page 55, ligne 14-15, l'utilisation, enfin 14 à 16, excusez-moi, l'utilisation de questions rhétoriques. Alors, entre ce retour vers la Grèce qui ne vous déplaît pas et une catastrophe aussi redoutable que la guerre, vous hésiterez à choisir? Égal, comment pourriez-vous ne pas choisir? Qui est repris juste un peu plus loin, page suivante, ligne 29, choisissez-vous le départ, oui ou non? Et en fait, lorsqu'il dit vous hésiterez à choisir, question rhétorique, bien oui ou non, ça donne l'impression qu'en réalité il n'y a pas de choix. C'est extrêmement simple. Et justement, euh, la réponse d'Hélène, elle est sèche et elle réfute totalement les propositions d'Hector. Vous pouvez voir, enfin, il y en a énormément, c'est la tirade, page 55. Vous ne me comprenez pas du tout, Hector. Négation radicale, c'est pas vous ne me comprenez pas, c'est vous ne me comprenez pas du tout. Ou bien ce serait trop facile de dire je fais ceci ou je fais cela pour que ceci ou cela se fit référence à oui ou non. Elle fait ici lorsqu'elle dit ce serait trop facile de dire ceci ou cela. Elle fait d'Hector un enfant pour qui la vie se résout à des termes simples, c'est une équation, c'est noir, c'est blanc, tout est très simple. Et un petit peu plus loin lorsqu'elle dit mais n'allez pourtant pas croire, etc., elle annonce déjà son idée, et que présente-t-elle? Une force supérieure qui est déjà présentée. Vous avez l'avenir, ligne 24, et puis surtout, dernier mot de cette tirade, ce n'est pas en manœuvrant des enfants qu'on détermine le destin. D'accord? C'est-à-dire qu'il est déjà euh, selon elle, il est impossible de modifier ce qui est de toute façon déjà prévu, et elle le mentionne immédiatement. C'est-à-dire que d'emblée, on voit bien que l'idée d'Hector, qui est que la paix s'impose d'elle-même, en fait, n'est pas du tout l'opinion partagée par
Hélène. Voilà. Non qu'elle soit contre la paix. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait Hélène, c'est pas du tout un personnage qui est pour la guerre, elle n'est pas du tout belliqueuse, mais on voit qu'elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, et c'est en ça qu'elle est intéressante et qu'elle n'est pas du tout le personnage un peu idiot qu'on pourrait avoir envie d'imaginer. C'est pas du tout quelqu'un qui est idiot. J'espère que vous prenez des notes, hein, depuis tout à l'heure. Je vais projeter le cours, mais j'espère quand même que vous prenez des notes. C'est qu'en fait, elle montre que derrière des formules qui sont parfois un peu simples, qui ont l'air un petit peu enfantines, elle montre que la vie beaucoup plus compliqué que ne le laisse entendre Hector, pour qui ça se résout parfois en quelque chose d'extrêmement simple. Même si je veux la paix, même si je ne souhaite pas la guerre s'impose d'elle-même. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et c'est en cela que le personnage d'Hélène, pas seulement en cela, mais c'est aussi en cela que le personnage d'Hélène est intéressant. D'ailleurs, à la fin de la scène, c'est ce qu'on vous demandait dans la question, le, les certitudes d'Hector disparaissent petit à petit. D'accord. Vous avez dans son avant-dernière grande réplique, page 60, ligne 128, je sens qu'au contraire, dans chacune de ces victoires apparentes, j'ai perdu. Voilà, avec l'opposition frappante entre, donc l'antithèse entre victoire, perdu. Dans chacune de ces victoires apparentes, j'ai perdu. Et vous avez ensuite, c'est intéressant encore, en bas de la page 60, ligne 143, c'est là toute la question. Alors là, c'est intéressant parce que aux questions simples qu'il posait à Hélène au démarrage, vous faites ça, oui ou non? Entre la guerre et la paix, oui ou non? Aux questions qu'il présentait comme simples, succède une nouvelle question à laquelle il n'a plus de réponse. C'est là toute la question. D'accord. On entre donc bien dans une phase d'incertitude qui va continuer un petit moment, mais qui en fait n'est pas vraiment une phase d'incertitude, puisque plus ça avance, plus on constate que cette incertitude se transforme en certitude, mais pas du tout celle que l'on aurait espérée auparavant. Voilà. Donc, on va le faire juste après, mais commenter enfin les visions imagées d'Hélène, avec ce qui est sombre, ce qui est en couleur, l'idée étant que ce qui est sombre ne risque pas de se produire. Vous chercherez quelques exemples, c'est-à-dire Ménélas, qui lui apparaît toujours sombre, qui lui apparaît pas, qui est toujours invisible, dit-elle, même s'il est très brillant, tout un tas de choses. Le retour d'Hélène, son retour chez les Grecs, qu'elle ne voit pas, à l'inverse d'autres événements qui, eux, sont très brillants. Vous noterez ici quelques exemples commenter. Voilà, je vous projette l'ensemble avant de passer au petit b sur la paix. Au petit b qui concerne la paix. Alors vous pouvez écrire petit b la paix. Et j'aimerais ici qu'on revienne sur la question qui vous est posée, page 67, à savoir la question 15, où on vous demande s'il s'agit d'une personnification, d'une allégorie ou d'une métonymie. Alors je voudrais revenir, vous pouvez chercher une définition, évidemment, quelques points. Donc l'allégorie, la personnification, vous connaissez tous. La métonymie, vous savez, c'est la partie pour le tout. Boire un verre pour indiquer que vous ne buvez pas le verre, vous buvez ce qui est dans le verre. On va lire un Molière. Vous ne lisez pas un Molière, vous lisez une pièce de Molière. Voilà, c'est ce qu'on appelle la métonymie, c'est-à-dire vous désignez quelque chose à travers autre chose. L'allégorie, c'est la représentation d'une idée abstraite euh, à travers quelque chose de concret. Et la différence entre l'allégorie et la personnification, c'est là qu'en fait est la distinction, c'est que la personnification, au départ, euh, représente quelque chose de concret en lui donnant des caractéristiques humaines, un objet, un animal, d'accord. En revanche, l'allégorie s'attache plutôt à une idée, à une notion abstraite, à un concept, la mort, la justice, l'allégorie de la justice, vous avez tous déjà vu, c'est la balance ou les yeux fermés. L'allégorie de la mort, c'est ce qu'on appelle aussi la faucheuse. C'est pas la personnification de la mort. D'accord. La personnification, c'est plutôt au départ pour quelque chose de concret. Donc là, si vous réfléchissez à l'apparence que prend la paix, à votre avis, de quoi s'agit-il? Je pense que vous avez compris. Il est évident qu'on est plutôt du côté de l'allégorie. D'accord. Donc, la représentation de la paix, c'est bien une allégorie ici. Ce que vous allez faire maintenant, c'est réfléchir à la question 16. Et vous allez rédiger quelques lignes que vous allez partager avec moi. En fait, la question 16, c'est pas évident. Comment expliquez-vous que plus la paix se farde, vous avez l'explication dans le texte, ça veut dire se maquille, moins elle apparaît à la reine grecque?
Qu'en concluez-vous pour la suite des événements? Pour répondre à cette question, aidez-vous du fait que, pas seulement, mais que le maquillage sert à masquer, à embellir, et que donc, d'une certaine façon, c'est une illusion. Le maquillage est une illusion, il fait croire quelque chose qui n'existe pas. Donc, demandez-vous, essayez d'expliquer pourquoi la paix, plus elle se maquille, moins en réalité la reine grecque la voit. Voilà. Vous essayez de rédiger quelques lignes qui répondent à cela, et c'est tout ce que nous ferons pour aujourd'hui, c'est-à-dire entre la partie sur la force supérieure, à laquelle vous avez, j'espère, réfléchi, et dont on a déjà parlé, et cette question sur euh, la paix. Voilà. Le travail à faire que je vous projetterai en même temps. Pour demain le 19, deux choses. Page 68-69, je peux commencer tout de suite d'ailleurs. Page 68-69, vous faites tourner les pages, vous faites les exercices 1 et 2. Alors je pense que l'exercice 1, ça devrait aller relativement vite. Dans le cas où vous auriez des difficultés, où vous trouvez les mots mais vous n'êtes pas certain, cherchez les définitions. D'accord? Cherchez les définitions et recopiez-les. Exercice 2, vous voyez, vous avez un certain nombre de figures de style, vous devez relier une colonne à l'autre colonne. Je pense qu'il y a une figure de style là-dedans que vous ne connaissez pas, c'est l'antonomase. Toutes les autres, à mon avis, vous connaissez. Pour demain également, plus long, c'est page 69, l'exercice numéro 2. Alors regardez, euh, quels sont les symboles de la paix par groupe de 4? Alors là, vous ferez par groupe de 1, vous ferez ça tout seul. Et vous disposez de 5 minutes pour recenser des symboles associés à la paix. Vous choisirez celui qui vous paraît le mieux incarner l'idée de la paix et présenterez ensuite à la classe les raisons de votre choix. Qu'allez-vous faire? Plutôt que 5 minutes, vous pouvez faire ça en 10 minutes, c'est pas gênant. Vous cherchez dans votre tête, dans une encyclopédie, sur Internet, ou bien, voilà, tel quel, des symboles qui représentent la paix. Et parmi ces symboles, vous choisissez celui qui vous paraît le plus apte à présenter la paix et vous me créez un document audio, donc vous vous enregistrez juste de façon audio, pas besoin de la vidéo, et vous me partagez ce que vous dites. Puis je partagerai avec l'ensemble de la classe. C'est un travail obligatoire, mais qui n'est pas noté. Voilà. De sorte que, si possible, vous ne disiez pas tous la même chose, donc vous ne partagez pas vos documents entre vous, on vous demande, toi t'as pris quelle idée et toi quelle autre, vous essayez de le faire tout seul. Peut-être tomberez-vous tous sur le même symbole, peut-être aurez-vous tous un symbole différent, on verra, c'est intéressant, en fonction de vos origines, votre culture, vos lectures, peut-être les symboles de la paix sont-ils différents, peut-être seront-ils tous les mêmes, on verra. Donc vous m'enregistrez ce document audio et vous me le partagez. Pour vendredi, pour le 20 mars, il faut que vous ayez relu l'acte 2 jusqu'à la scène 8, c'est-à-dire jusqu'au le prochain arrêt sur lecture, en fait, c'est-à-dire jusqu'à la page 103. Il faut que vous ayez relu jusqu'à la page 103. Vous avez lu, mais j'aimerais que vous relisiez jusqu'à la page 103 de façon attentive pour que l'on puisse aller un petit peu plus vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous avez normalement largement de quoi vous occuper si vous voulez faire les choses bien. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, j'ai une. Alors, il faudra que vous lisiez une pièce de théâtre du XXe siècle. C'est ça que je voulais vous dire. Vous choisissez une autre pièce de théâtre du XXe siècle. Vous prenez ce que vous voulez. Enfin, pas complètement d'ailleurs, parce que certaines sont très compliquées. Donc, vous pouvez prendre une autre pièce de Giraudot. Vous pouvez prendre une pièce de Jean Cocteau. Vous pouvez prendre, pour ceux qui aiment beaucoup lire, vous pouvez prendre Samuel Beckett. C'est très compliqué. Enfin, ça a l'air très simple, mais c'est un petit peu étrange. Bref, vous choisissez une autre pièce de théâtre du XXe siècle et vous m'en parlez, enfin vous m'envoyez le nom de l'auteur et le titre, de sorte que je vous dis si ça fonctionne ou pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et je vous dis à demain.